Pendant des années, Mark Harmon est resté l'un des plus grands mystères d'Hollywood. Il protégeait sa vie privée avec une détermination remarquable, protégeait son mariage de la curiosité publique implacable et mesurait chaque mot qu'il laissait entrer dans le monde. Même au sein de sa propre famille, le silence qui l'entourait est devenu légendaire des histoires, affirmant que même son célèbre père prononçait rarement son nom publiquement à l'antenne. Plus ce silence durait, plus il encourageait la spéculation car les gens ont toujours pensé que lorsque quelqu'un construit des murs avec autant de soin, il doit y avoir quelque chose de profondément personnel caché derrière lui. Puis les chuchotements commencèrent à devenir plus forts. Des informations ont circulé selon lesquelles une co-star du NCIS avait admis s'être sentie intimidée par Harmon, tandis qu'un incident impliquant une morsure de chien aurait créé des tensions qui ont alimenté d'interminables rumeurs dans les coulisses. Les fans ont vu les histoires se propager d'une interview à l'autre, chacune ajoutant une couche de mystère à la réputation soigneusement protégée de l'acteur. Et quand Harmon a finalement quitté le rôle de Leroy Jethro Gibbs, la décision semblait absolue, comme s'il avait tranquillement clos un chapitre de sa vie, sans laisser la moindre fissure dans la porte derrière lui. Lorsqu'on lui a demandé s'il reviendrait un jour, sa réponse a semblé aussi définitive qu'inoubliable. Il n'y aurait pas de retour dramatique, pas de retrouvailles soigneusement orchestrées, pas de tournée d'adieu émouvante, conçue pour satisfaire les fans qui espéraient que le légendaire enquêteur pourrait un jour reprendre sa place. La certitude contenue dans ces quelques mots ne faisait qu'approfondir le mystère, entourant un homme qui avait passé des décennies à maîtriser l'art de dire très peu, tout en communiquant tout d'une manière ou d'une autre. Beaucoup se demandaient quelles expériences inédites avaient convaincu quelqu'un de si dévoué à son travail que le moment était enfin venu de s'en aller pour toujours. Bien avant que le public du monde entier ne le connaisse sous le nom de Gibbs, avant que les couvertures des magazines ne le célèbrent comme l'un des hommes les plus admirés de la télévision, avant que des millions de personnes ne reconnaissent sa voix calme et son regard perçant, un autre moment déterminant avait déjà révélé le genre d'homme qu'était vraiment Mark Harmon. Cette histoire ne s'est pas déroulée sur un plateau hollywoodien ou sous les lumières vives d'un studio de télévision. Tout a commencé à côté d'une épave en feu dans une rue tranquille de Californie où l'instinct, plutôt que la célébrité, déterminait ce qui allait se passer ensuite. Le 3 janvier 1996, près de son domicile à Brentwood, un terrible accident s'est produit en quelques secondes. Un véhicule transportant 2 adolescents a perdu le contrôle, s'est renversé violemment et a pris feu piégeant ses passagers à l'intérieur alors que le feu a rapidement consumé l'épave. Alors que de nombreuses personnes se figeraient naturellement d'horreur ou attendraient impuissantes l'arrivée des secours, Harmon a réagi sans hésitation. Attrapant un marteau à proximité, il courut directement vers l'enfer pleinement conscient que chaque seconde qui passait pouvait faire la différence entre la vie et la mort. La scène était incroyablement chaotique. La fumée remplissait l'air, les flammes se propageaient rapidement à travers le métal tordu, et le danger grandissait à chaque battement de cœur. Pourtant, Harmon s'est forcé à avancer, brisant les vitres du véhicule à coups répétés avant d'atteindre l'intérieur pour libérer les adolescents piégés. Il ne s'agissait pas d'un acte d'héroïsme soigneusement calculé, mais d'une course désespérée contre la montre menée par quelqu'un qui refusait simplement de rester les bras croisés pendant que d'autres souffraient. L'un des survivants, Colin Specht, a rappelé plus tard l'expérience terrifiante vécue à l'intérieur de la voiture renversée. Suspendu la tête en bas, coincé par sa ceinture de sécurité et entouré d'une chaleur intense, il se souvenait avoir vu Harmon percer la vitre brisée avant de le sortir de l'épave en feu, alors même que les flammes avaient déjà commencé à attraper ses vêtements. Des témoins à proximité ont immédiatement fait rouler l'adolescent blessé sur le sol pour éteindre l'incendie, tandis que les secours se précipitaient sur les lieux dévastateurs. L'un des garçons a subi de graves brûlures sur une grande partie de son corps et a passé des mois à subir des traitements et une rééducation douloureuse avant de finalement se rétablir. Ce sauvetage remarquable a révélé quelque chose de bien plus important que le courage physique. Alors que les journaux ont rapidement salué Harmon comme un héros, il a toujours résisté à cette étiquette chaque fois que les journalistes tentaient de célébrer ses actions. Plutôt que de se concentrer sur son courage,
Il a parlé ouvertement du danger de la situation et a admis que le fait de briser les fenêtres avait involontairement permis à davantage d'oxygène d'atteindre les flammes, rendant l'incendie encore plus intense. Au lieu de se présenter comme intrépide, il a souligné avec quelle facilité l'issue aurait pu devenir encore plus tragique. Cette honnêteté tranquille offrait un rare aperçu de l'homme derrière la célébrité. Il n'a jamais essayé de transformer l'incident en partie de son image publique ou de l'utiliser pour renforcer sa réputation. Il n'y a eu aucun récit dramatique destiné à attirer l'admiration, aucune tentative pour s'élever au-dessus des autres. Au lieu de cela, il a décrit la terrifiante réalité avec humilité, rappelant aux gens que même les meilleures intentions peuvent comporter d'énormes risques et des conséquences imprévisibles. Une fois que vous avez reconnu ce schéma, de nombreux choix faits par Harmon tout au long de sa vie commencent à avoir beaucoup plus de sens. À maintes reprises, il a pris ses responsabilités chaque fois que les circonstances l'exigeaient, pour ensuite se retirer des applaudissements dès que la crise immédiate était passée. La reconnaissance n'a jamais semblé l'intéresser autant que le simple fait de faire ce qu'il croyait être juste. Cette cohérence tranquille est devenue l'une des caractéristiques déterminantes à la fois de l'homme et de la carrière qu'il a bâtie sur plusieurs décennies. Mark Harmon est né le 2 septembre 1950 et à Burbank en Californie, entouré d'une famille dont les réalisations les plaçaient déjà aux yeux du public. Son père, Tom Harmon, était bien plus qu'un athlète accompli. Après avoir remporté le prestigieux trophée Heisman en 1940, Tom est devenu un diffuseur respecté, a servi courageusement en tant que pilote de la Seconde Guerre mondiale, a survécu à l'abattage au combat et a reçu à la fois la Silver Star et la Purple Heart pour son service militaire extraordinaire. Sa mère, Elise Knox, s'était déjà imposée comme une actrice et mannequin à succès, bâtissant sa propre carrière respectée à Hollywood bien avant que son fils n'envisage de passer devant une caméra. Les liens de la famille s'étendaient encore plus profondément dans le monde de la renommée et de l'influence. Sa sœur Christine a épousé le chanteur Ricky Nelson, tandis qu'une autre sœur Kelly a épousé l'innovateur automobile John DeLorean. La célébrité, l'attention du public et les réalisations extraordinaires faisaient partie intégrante de la vie familiale quotidienne. Pourtant, au lieu de donner l'impression que la célébrité est glamour ou facile, ces expériences ont exposé Harmon à ses coups cachés dès un âge inhabituellement jeune. Contrairement à de nombreux acteurs en herbe qui rêvent de célébrité à distance, Harmon a subi ces pressions bien avant de réussir lui-même. Il a observé comment l'admiration du public pouvait rapidement se transformer en un examen minutieux incessant, comment les réalisations s'accompagnaient souvent d'attentes impossibles et comment la vie privée pouvait disparaître presque du jour au lendemain. Ces premières observations ont profondément façonné sa vision. La renommée est devenue quelque chose à aborder avec précaution, plutôt que quelque chose à poursuivre imprudemment, un outil qui exigeait de la discipline plutôt qu'une attention constante. Une petite histoire de ces années reflète mieux que toute autre chose l'atmosphère qui régnait à l'intérieur de la maison Harmon. Alors que Mark était le quart arrière partant de l'UCLA, son propre père se trouvait être l'annonceur play-by-play couvrant les matchs de football des Bruins. Des années plus tard, Harmon a révélé que Tom évitait délibérément de prononcer le nom de son fils lors des émissions parce qu'il refusait de paraître partial. Plutôt que de l'appeler Mark, ou même de le reconnaître comme son fils, il l'a simplement appelé le quarterback, gardant une distance professionnelle même en regardant son propre enfant diriger l'équipe. Même si cela peut sembler un détail mineur, cette décision en dit long sur les valeurs entourant Harmon à mesure qu'il grandissait. Les éloges étaient soigneusement retenus, la reconnaissance était méritée plutôt que donnée librement, et une distance émotionnelle accompagnait souvent même les moments de grande réussite. Au lieu de s'habituer à une admiration constante, Harmon a appris que le succès doit parler de lui-même sans exiger d'applaudissements. Cette leçon est restée avec lui tout au long de l'âge adulte, façonnant à la fois sa personnalité et la façon dont il a géré une industrie du divertissement construite presque entièrement sur l'attention du public. Comprendre ses premières expériences permet d'expliquer pourquoi Harmon a systématiquement refusé de devenir le genre de célébrité qui révélait toutes ses pensées privées dans des interviews ou invitait des caméras dans tous les recoins de sa vie personnelle. Il comprenait mieux que quiconque avec quelle facilité la fascination du public pouvait détruire l'identité personnelle. Plutôt que de s'abandonner complètement à la gloire, il a maintenu des frontières claires
entre l'acteur que des millions de personnes admiraient et l'homme que seuls ses proches connaissaient vraiment. Cet équilibre délicat est devenu l'une des caractéristiques déterminantes de sa remarquable carrière. Le football a représenté le premier grand test de cette détermination tranquille. Bien avant que le métier d'acteur n'entre en scène, Harmon a fait face à des revers qui auraient facilement pu décourager quelqu'un avec moins de résilience. Au lycée, il s'est cassé le coude alors qu'il était junior, et au cours de sa dernière année, il ne jouait même pas au football universitaire. L'obtention de son diplôme est arrivée sans offre de bourse majeure, ni reconnaissance généralisée, laissant son avenir sportif incertain et l'obligeant à chercher une autre voie à suivre. Au lieu d'abandonner, Harmon a choisi la persévérance plutôt que la déception. Il s'est inscrit au Pierce Junior College de Woodland Hills, où il a eu une autre opportunité de faire ses preuves en tant que quart arrière. En 1971, il a guidé l'équipe vers un impressionnant record de 7-2, tout en remportant les honneurs du Junior College All-America, attirant finalement l'attention de grands programmes universitaires qu'il avait auparavant négligés. Ce chemin difficile était devenu l'expérience même qui le préparait à de plus grandes opportunités. Les offres de bourse ont rapidement suivi, y compris l'intérêt de programmes puissants qui promettaient une attention et un prestige nationaux. Une fois de plus, Harmon a surpris son entourage, en rejetant ce que beaucoup considéraient comme un choix évident. Plutôt que de courir après les gros titres ou la voie la plus simple vers la reconnaissance, il a choisi l'UCLA, estimant que cela offrait l'environnement idéal, à la fois pour ses ambitions sportives et pour son développement personnel. C'était une autre décision qui reflétait un modèle déjà devenu indubitable tout au long de sa vie. Son moment décisif dans le football est arrivé en 1972, lorsque l'UCLA a stupéfié le Nebraska, le mieux classé, avec une victoire spectaculaire de 20-17 qui a mis fin à l'une des séquences d'invincibilité les plus remarquables du football universitaire. Cette surprise a instantanément rehaussé la réputation d'Harmon, démontrant non seulement son talent, mais aussi son sang-froid sous une pression extraordinaire. Au cours de 2 saisons en tant que quart arrière, partant de l'UCLA, les Bruins ont compilé un record exceptionnel de 17-5, tandis que Harmon a été reconnu pour son excellence globale avant d'obtenir son diplôme, avec distinction en 1974, avec un diplôme en communication. Le football n'a jamais été un passe-temps occasionnel. Cela a exigé de la discipline, de la résilience, de l'intelligence et une détermination sans faille. Un autre carrefour est bientôt apparu. Malgré tout ce qu'il avait accompli, Harmon n'a jamais été sélectionné lors du repêchage de la NFL. Pour de nombreux athlètes, cette déception aurait pu devenir le chagrin décisif de leur vie, le chapitre qu'ils ne pourraient jamais vraiment laisser derrière eux. Harmon a choisi une réponse différente. Plutôt que de s'accrocher à un rêve qui lui échappait, il a tranquillement accepté la réalité et a redirigé son énergie vers la construction d'un nouvel avenir, en commençant par travailler comme directeur du marchandisage dans la publicité. Sur le papier, cela semblait pratique et responsable, mais au fond de lui, il sentait déjà qu'un autre chemin qu'il n'avait pas encore complètement imaginé l'attendait pour changer sa vie pour toujours. Plus tard, Harmon a déclaré qu'il avait atteint un point où il savait qu'il devait abandonner la publicité et faire autre chose, même s'il n'avait pas d'agent, pas de plan élaboré, et aucune garantie que quelque chose de mieux l'attendait. Ce choix est important car il devient un modèle. Il n'est pas resté dans une vie simplement parce que cela semblait plus facile à expliquer. Quand quelque chose ne semblait plus vrai, il passait à autre chose même si la prochaine étape était incertaine. Cet instinct ne cessait de se manifester. Quittez la route évidente. Acceptez la confusion qui s'ensuit. Prenez le risque maintenant et laissez l'explication venir plus tard. Cela était déjà visible au collège. C'était visible après le football et cela façonnerait chaque partie de la carrière qui suivrait. L'Amérique voulait un bateau de rêve, alors il a joué un monstre. Mark Harmon n'est pas arrivé à Hollywood avec une entrée dramatique géante. Sa carrière à l'écran s'est construite lentement. Il y avait des petits rôles du travail commercial, des apparitions en tant qu'invité de l'apprentissage sur le tas. L'une de ses premières apparitions était une publicité en série avec son père, ce dont il a ensuite ri, même si cela l'a également aidé à devenir acteur. Au milieu des années 1970, il a commencé à collectionner les rôles
à la télévision un à un, construisant une carrière peu glamour grâce à un travail régulier. Puis les années 1980 ont tout changé. Son rôle de docteur Robert Caldwell dans Saint Elsewhere a incité les gens à le regarder différemment. Ce n'était pas seulement qu'il était beau ou charismatique à l'écran. Le rôle avait du poids parce que le spectacle lui-même avait du poids. Saint Elsewhere a poussé la télévision sur un territoire plus sérieux, et le personnage de Harmon est devenu partie intégrante de l'une des intrigues les plus difficiles de l'époque. Le docteur Caldwell a contracté le sida au cours d'une relation hétérosexuelle, ce qui a été particulièrement important à une époque de peur de confusion et de silence autour de la maladie. Cela signifiait qu'Harmon n'était pas seulement le médecin séduisant d'une émission à succès. Il faisait partie d'un moment culturel qui a obligé la télévision en réseau à affronter un sujet que beaucoup de gens voulaient encore éviter. Puis 1986 arriva, et avec elle vint l'une des collisions les plus étranges dans son image publique. En janvier, il a été nommé l'homme le plus sexy du monde par le magazine People. Ce genre de titre aurait pu sceller son chemin. Cela aurait pu faire de lui un homme de premier plan raffiné dont la carrière reposait uniquement sur le charme et la beauté. Cela aurait pu l'encourager à jouer la sécurité, à rester joli et à protéger son image. Il a fait autre chose. La même année, il incarne le tueur en série Ted Bundy dans The Deliberate Stranger. Ce choix dit tout. Au moment précis où la culture essayait de le présenter comme un idole, il a choisi un rôle qui allait à l'encontre de cette image de la manière la plus forte possible. Il entra dans l'obscurité. Il a compliqué l'histoire publique. Il a rendu plus difficile aux gens de le réduire à son visage, à son sourire ou à son attrait. C'était une décision intelligente sur le plan créatif, mais cela semblait aussi profondément profond dans le caractère. Harmon a continué à résister aux étiquettes simples. Chaque fois que l'on commençait à s'installer trop proprement sur lui, il trouvait un moyen de le déranger. C'est l'une des raisons pour lesquelles sa carrière a duré. Il ne s'est pas laissé enfermer dans la version la plus simple de ce que les gens pensaient qu'il était. Il a continué à travailler contre la lecture plate. Il a continué à donner plus de forme à l'histoire. Le mariage qui a survécu en disant moins, les mariages hollywoodiens deviennent rarement des histoires de réussite discrète. Trop d'attention brise généralement le rythme. Trop d'accès suscite des pressions de toutes parts. Pourtant, Mark Harmon et Pam Dawber ont construit quelque chose de durable, et ils l'ont fait en le protégeant très tôt. Ils se sont mariés le 20 et 1 mars 1987, alors qu'ils étaient tous deux déjà célèbres. Il avait un élan venu de Saint-Ailleurs et venait de devenir l'un des hommes les plus reconnaissables de la télévision. Elle faisait déjà partie de l'histoire de la télévision grâce à Mork et Mindy. L'industrie avait toutes les raisons de les traiter comme un couple de célébrités glamour et de nourrir cette image sans cesse. Ils ont refusé de jouer le jeu. C'était la vraie stratégie. Ils n'ont pas construit leur mariage en public. Ils n'ont pas continué à en parler à la presse. Ils ont tracé des limites autour. Pam Dawber a déclaré il y a des années que si l'on ne veut pas d'une relation complètement utilisée par les médias, il faut la protéger. Harmon a parlé dans un esprit similaire. Il avait souvent l'air d'un homme plus intéressé par la stabilité que par la performance. Ce choix ne semble peut-être pas excitant, mais il était puissant. Ils ont fait de la vie privée un élément de la fondation. Ils ont fait la même chose avec leur famille. Leurs fils Sean et Ty étaient pour la plupart tenus hors de la vue du public. Même lorsque Harmon est devenu une grande star de la télévision, il a essayé de façonner son travail en restant près de chez lui. Il a dit plus tard que l'une des raisons pour lesquelles le NCIS comptait pour lui était pratique. Cela lui a permis de rester près de sa famille. Cela l'a aidé à préserver les rituels ordinaires. Il a parlé de la préparation du petit déjeuner le week-end, de la valeur d'être présent et de la douleur de réaliser que ses emplois antérieurs avaient pris trop de temps loin de ses enfants. C'est pourquoi le qualifier de simplement privé ne suffit pas à le rendre pleinement compte. Ce n'était pas de la passivité, c'était du design. Il a construit des murs autour des aspects de la vie qu'il souhaitait le plus garder réels. Il a compris que la renommée grandit rapidement si on continue à la nourrir et il a choisi de restreindre sa portée. Même plus tard, lorsque son fils Sean est apparu dans NCIS en tant que jeune Gibbs dans des flashbacks, cela correspondait au même schéma. La famille a été autorisée à entrer tranquillement avec précaution et selon ses conditions.
Rien dans tout cela ne ressemblait à un spectacle. Ce contrôle discret est devenu l'une des raisons cachées pour lesquelles sa vie a tenu aussi bien. Le public a souvent confondu le manque d'accès avec du mystère. Parfois, il confondait cela avec la distance. Mais une grande partie de ce silence n'était qu'une simple protection. Le feu, le verre et le crédit. Il ne voudrait pas accepter maintenant ni revenir à la rescousse, car c'est là que le centre émotionnel de l'histoire entre en jeu. Les contes publics diffèrent un peu sur de petits détails, et cela vaut la peine d'être honnête à ce sujet. Certaines versions sont brèves et factuelles. D'autres ajoutent des souvenirs ultérieurs des personnes qui y ont survécu. Certains rapports se concentrent uniquement sur l'accident, l'incendie, et Harmon brisant la vitre. D'autres récits incluent une Pam Dauber arrivant sur les lieux en premier et criant à l'aide tandis que les services d'urgence étaient contactés. Mais dans chaque version sérieuse, le noyau reste le même. Une voiture en feu a coincé 2 garçons. Harmon s'y dirigea. Il a attaqué la fenêtre avec un marteau. Il a contribué à sauver une vie. Ce qui fait que tout ce moment reste gravé dans la mémoire des gens, ce n'est pas seulement le danger. C'est ce qui est arrivé après. Colin Speck ne l'a jamais oublié. Il a vécu les brûlures, le séjour à l'hôpital et la longue convalescence. Des années plus tard, il parlait encore avec certitude de ce qu'Harmon avait fait pour lui. Pourtant, Harmon n'a jamais embrassé l'attention qui accompagnait cet acte. Il ne laisserait pas le sauvetage devenir une pure légende sur lui-même. Il a parlé du risque. Il a expliqué avec quelle facilité cela aurait pu se terminer par la mort. Il a refusé la version publique soignée. Cette réaction révèle quelque chose de central dans son personnage. Il ne voulait pas se laisser consumer par les louanges. Il ne voulait pas qu'un acte dramatique devienne une identité publique qu'il était censé porter pour toujours. Même à un moment où la plupart des gens auraient accepté l'admiration sans hésitation, il la repoussa. Il a rendu l'histoire plus petite, plus humaine et plus honnête. Et c'est pourquoi ce chapitre est si important dans un arc plus large. Il ne s'agit pas seulement d'un incident intense au milieu d'une longue carrière. C'est la preuve du même instinct qui a façonné tout le reste. Mark Harmon a fait ce qu'il fallait faire. Puis il recula. Il a géré la tension de la même manière qu'il a géré tant d'autres choses dans la vie. Il a accepté la réalité du moment et a rejeté la performance qui l'entourait. Le silence qui fit que Gibbs frappa fort. Leroy Jethro Gibbs n'est pas entré dans l'histoire de la télévision avec une grande entrée royale. Il est arrivé via un pilote de porte dérobé sur GAG en 2003 et à partir de là, NCIS a été lancé. Ce qui a suivi a été l'une des séries télévisées les plus importantes et les plus longues. Saison après saison, le spectacle continue. Fidélisation du public maintenue. La franchise s'est élargie. Gibbs est devenu l'un des personnages télévisuels déterminants de son époque. Harmon ne se tenait jamais au milieu de tout cela avec un air sévère. Il faisait partie de ceux qui le portaient. Au fil du temps, il s'est profondément impliqué dans les coulisses en tant que producteur exécutif. Il ne se contentait pas de tourner des scènes et de rentrer chez lui. Il a contribué à donner le ton. Il a influencé le rythme. Il avait une réelle autorité au sein de la machine. Les personnes qui ont travaillé sur la série l'ont décrit comme un élément essentiel pour stabiliser la production, en particulier dans les premières années, lorsque les choses étaient encore en train de trouver leur place. Le rôle a si bien fonctionné parce qu'il correspondait à quelque chose de réel en lui. Gibbs n'a pas été construit autour de discours tape à l'œil ou de manifestations émotionnelles bruyantes. Il était calme, contrôlé, observateur et précis. Il a dirigé par la présence. Il n'a pas perdu de mots. Harmon a si bien compris comment jouer ce style que les écrivains coupent parfois les dialogues parce qu'ils pouvaient donner le rythme avec presque rien. Un regard, une pause, un tour de tête, un petit changement dans son visage. Cela fait désormais partie du pouvoir de Gibbs. Il a rendu le silence actif. Ce style a également aidé NCIS à se démarquer. Alors que de nombreuses pistes de télévision étaient construites autour du bruit, Gibbs tenait la pièce en restant immobile, et Harmon faisait de même à bien des égards. Le personnage lui allait si naturellement que la frontière entre l'acteur et le rôle s'est amincie dans l'esprit du public. Pour des millions de téléspectateurs, Mark Harmon était Gibbs et Gibbs était Mark Harmon. Ce type d'identification peut être déterminant pour une carrière, mais cela devient aussi lourd, car malgré tout le succès, la charge de travail était énorme. Harmon a expliqué plus tard à quel point ses premiers jours étaient épuisants.
De longues heures, des horaires difficiles, une demande constante, le genre de routine qui peut aplatir même une personne qui réussit au fil du temps. Des personnes proches de la série ont précisé plus tard que son départ n'était pas un caprice soudain. Cette possibilité était dans l'air depuis plusieurs saisons. Il est resté aussi longtemps en partie par engagement et par loyauté. Ce point est important car il change la façon dont l'ensemble de la sortie doit être lu. Il n'a pas renoncé à un succès géant par hasard. Il l'a porté pendant près de 2 décennies. À la fin, le poids lui-même faisait désormais partie de l'histoire. La sortie qui ressemblait à une disparition. Lorsque Mark Harmon a quitté NCIS en tant que membre régulier en 2021, les gens se sont précipités pour remplir le silence de théories. Cela arrive toujours lorsqu'un particulier fait un geste majeur. Les rumeurs se sont répandues rapidement. Certains pensaient qu'il devait y avoir un drame en coulisses. Certains l'ont traité comme un effondrement. D'autres parlaient comme s'il avait disparu pour de bon. La réalité était plus simple et à sa manière plus révélatrice. La dernière apparition de Gibbs en tant que joueur régulier a eu lieu dans la saison 19 épisode 4 The Great Wide Open. Après une affaire en Alaska, le personnage a choisi d'y rester plutôt que de retourner à Washington. Ce fut une fin tranquille, c'était réfléchi, c'était calme et cela convenait à l'homme qui le jouait. Harmon a expliqué sa décision d'une manière qui correspondait au modèle de sa vie. Il a déclaré que le défi avait toujours été de garder le personnage frais et honnête. Une fois que l'histoire de l'Alaska a amené Gibbs dans un endroit qui lui semblait vrai, il était satisfait de l'endroit où le personnage avait atterri. Plus tard, il a fait valoir un point très clair. Il avait quitté la série. Il n'avait pas pris sa retraite et il l'a rapidement prouvé. Il n'a pas disparu du travail. Il est co-auteur de Ghost of Honolulu. Il est revenu à la franchise en tant que narrateur et producteur exécutif de NCIS Origins. Il est même revenu à l'écran pour une apparition de Gibbs dans le crossover entre NCIS et Origins en novembre 2025. Ainsi, l'idée dramatique selon laquelle il était simplement parti pour toujours n'a jamais vraiment correspondu aux faits. La raison la plus profonde de son départ semble être liée au timing, à l'épuisement et au contrôle de sa propre histoire. Il avait fait le travail, il avait tenu le rôle, il avait porté la série à travers des années de succès. Et le moment venu, il a choisi les modalités de son départ. C'est ce qui le rend intéressant. Il n'a pas laissé le rôle décider de tout à sa place. Il n'a pas attendu que la machine ait consommé jusqu'à la dernière parcelle d'énergie. Il s'éloigna alors que le choix lui semblait toujours le sien. Les acteurs qui en ont parlé n'ont pas décrit une fin froide ou amère. Ils l'ont décrit comme étant émouvant. Sean Murray a expliqué à quel point c'était difficile. C'est important car cela garde l'histoire humaine. Harmon n'était pas détaché du travail. Il savait simplement quand il avait atteint la fin de sa course. Il s'en souciait profondément et il est quand même parti. Ces deux choses peuvent exister ensemble même si le public a souvent du mal à les lire de cette façon. L'histoire qu'il ne pouvait pas contrôler. Une histoire crédible sur Mark Harmon ne peut pas en faire une figure parfaite faite de moments raffinés. La vraie vie ne fonctionne pas de cette façon, et la sienne non plus. La section la plus difficile à gérer est le conflit impliquant Polly Perrette, car il se situe dans un espace où certains détails ont été largement rapportés, alors que de nombreuses parties sont restées floues pour le public. La version répétée le plus souvent était centrée sur un incident survenu en 2016 impliquant le chien d'Harmon qui aurait mordu un membre de l'équipage suffisamment gravement pour nécessiter des points de suture. Des rapports ont suggéré plus tard que cela était devenu une source majeure de friction dans les coulisses. Perrette a finalement déclaré publiquement qu'elle ne reviendrait pas au NCIS et a fait des commentaires suggérant fortement une peur et une profonde blessure. Dans le même temps, un dossier public complet de chaque détail n'a jamais vraiment été publié. Une grande partie de ce qui a circulé provenait de reportages sur le divertissement de sources anonymes et de publications sur les réseaux sociaux plutôt que d'un compte rendu complet et documenté de toutes parts. Cette incertitude compte. Cela signifie que la situation doit être traitée avec prudence. Il serait injuste de prétendre que le conflit ne veut rien dire. Il serait également injuste d'agir comme si un seul récit public réglait chaque question pour toujours. Harmon n'a pas proposé publiquement une longue contre-histoire détaillée, ce qui lui a laissé un espace que d'autres ont rempli. En même temps, de nombreuses personnes de la série ont décrit une expérience très différente de lui.
Certains membres de la distribution ont parlé de sa stabilité, de son professionnalisme et de la façon dont il a contribué à maintenir le décor. D'autres l'ont décrit comme un élément central de la longue survie de la série et de l'atmosphère qui maintenait la production. Lorsque ces récits se situent à côté du conflit Perrette, ce qui émerge n'est pas une contradiction flagrante. Il s'agit d'une image plus complexe d'un homme très privé, dont la réserve, la discipline et l'autorité peuvent avoir été vécues très différemment selon les personnes et les moments. Cela n'efface rien de difficile, cela garde simplement l'histoire honnête. Une personne peut être profondément respectée par beaucoup, tout en faisant partie d'un conflit qui change la façon dont les autres l'aperçoivent. Cela fait partie de la vraie vie. Et dans le cas d'Harmon, cela fait également partie d'un thème plus vaste. Il a passé des années à contrôler l'accès à lui-même, limitant soigneusement ce que le public pouvait atteindre. Pourtant, un chapitre douloureux a échappé à ses murs et est de toute façon devenu une partie de son histoire publique. Même pour quelqu'un d'aussi privé, un contrôle total n'a jamais été possible. Alors quel est le dernier point à retenir? Après tous les gros titres, tous les rôles et toutes les années, Mark Harmon n'a jamais semblé intéressé à vivre comme un bien public. Il a construit sa vie en décidant de ce qu'il donnerait, de ce qu'il protégerait et du moment où il partirait. Il a fait ça dans le football. Il l'a fait en jouant. Il l'a fait en mariage. Il l'a fait dans la vie de famille. Il l'a fait de la même manière qu'il a traité les éloges après avoir sauvé 2 garçons d'une voiture en feu. Et il l'a fait lorsqu'il s'est finalement éloigné de Gibbs. Cela ne le rend pas facile à résumer. D'une certaine manière, cela le rend plus difficile à lire. Il pourrait paraître distant. Il pouvait paraître prudent. Parfois, il semblait même plus froid qu'il ne l'était en réalité. Pourtant, cette même réserve fait aussi partie de ce qui lui a donné forme. Cela l'a empêché de se laisser engloutir par les attentes du public. Cela lui permettait de garder quelque chose pour lui. Cela lui a permis de s'éloigner avant que le monde extérieur ne puisse pleinement décider qui il était censé être. C'est pourquoi le titre arrive. Mark Harmon est parti selon ses propres conditions parce que cela avait toujours été le modèle. Il a continué à choisir la sortie avec laquelle il pouvait vivre. Il a continué à résister à la version de l'histoire que d'autres voulaient qu'il joue. Et en fin de compte, c'est peut-être la chose la plus révélatrice à son sujet. Même au sommet de son succès, même avec un rôle qui aurait pu le tenir pour toujours, il voulait toujours que le choix final lui appartienne.